matin. Et nous allons donc continuer maintenant, enchaîner avec l'actualité maintenant du mouvement La République en marche, l'actualité également du gouvernement. Et c'est Stanislas Guerini, notre délégué général, que nous avons le plaisir d'accueillir maintenant. Et je passe la main à Claire Genta qui va donc animer cette table ronde. Je voudrais également profiter en quelques mots pour excuser l'absence numérique, si j'ose dire, de notre secrétaire d'État Jean-Baptiste Lemoyne, qui, vous le savez, se trouve à Djibouti, a eu un souci de connexion. Il n'arrive pas à trouver l'endroit pour avoir une bande passante suffisante. Il n'est pas avec nous, mais on va essayer de le récupérer un autre moment. On aura en tout cas une vidéo de lui à vous présenter. On va essayer de se débrouiller. En attendant, nous accueillons donc Stanislas Guerini et je passe la main à Claire. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour moi en direct de Bruxelles. Alors on m'a dit, Claire, tu présenteras les intervenants. Alors si vous êtes en marche et français de l'étranger et que vous ne connaissez pas ni Stanislas Guerini ni Anne Jante, je pense qu'on a un souci. Ceci étant, comme ils ont quand même un très beau parcours tous les deux, je vais me plier à l'exercice et donner un peu de détails. Alors Stanislas est notre délégué général depuis le 1er décembre 2018, si je ne m'abuse. Il est aussi député de Paris, la 3e circuit de Paris. Il a été porte-parole du groupe de l'AREM jusqu'à janvier 2019. Il est membre de la commission de la Défense nationale et des Forces armées. Stanislas, vous corrigez si je me trompe. Et voilà, donc évidemment aujourd'hui il intervient en tant que délégué général. Donc, qui de mieux pour nous parler de l'actualité du mouvement, l'actualité du mouvement qui est évidemment dans un contexte particulier aujourd'hui, eu égard à la crise sanitaire qu'on traverse, mais aussi qui est un peu particulière parce que finalement on arrive un peu à l'heure des bilans, à la fois pour notre président et notre gouvernement, mais aussi pour notre mouvement. Et voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Stanislas, à toi. Mais merci beaucoup Claire. Bonjour à toutes et à tous. J'aperçois Anne, où je crois reconnaître le décor de la rue Sainte-Anne derrière toi, ma chère Anne, où je passe un petit peu de temps avec ce grand panneau bleu derrière aussi. Et donc un salut bien amical à tout le monde. Bah, écoutez, je voudrais peut-être vous dire quelques mots pour ouvrir cet échange-là et qu'on puisse surtout avec Anne être à disposition pour échanger avec chacun d'entre vous. D'abord pour vous remercier, vous dire que ce branché, alors pour moi il est l'heure du café, voilà, je voulais le dire, mais je le sais que le soleil ne se couche jamais sur l'empire des Français de l'étranger. Et donc, je sais que pour certains d'entre vous, c'est plutôt l'heure des croissants, ou en tout cas, si vous avez des croissants là où vous êtes, pour nos amis des Amériques. Et puis, pour certains, ça serait plutôt l'heure de l'apéro ou voire après le dîner pour ceux qui sont en Asie et dans le Pacifique. Donc, un grand salut à tout le monde. Vous dire que, évidemment, je suis très fier de participer à cet événement. Remercier Anne, remercier toute l'équipe, remercier chacun d'entre vous qui l'ont rendu possible, parce que je crois pouvoir dire, mais je parle sous le contrôle d'Anne, que c'est inédit d'organiser un événement de cette nature-là, tout au long de la journée, tous les fuseaux horaires. Ce sont évidemment des centaines et des centaines de personnes qu'on va pouvoir toucher de cette façon-là, mobilisant tous ceux qui, de près ou de loin, dans le mouvement, ont à voir avec les Français de l'étranger. Et ça, je trouve que c'est vraiment assez extraordinaire, ça mérite d'être salué, et j'espère que dans cette campagne que vous êtes en train de mener, ça donnera évidemment beaucoup de dynamique. Donc, bravo à tous. Anne le sait, mais moi, je suis à fond derrière vous pour mener cette campagne. Je ne prends pas du tout cette élection qui, il faut bien le dire, dans le débat national politique, passe un peu sous le radar. Les gens en France métropolitaine n'ont pas vraiment en tête qu'on va élire bientôt nos représentants des Français de l'étranger, nos représentants consulaires. Et pourtant, c'est absolument essentiel. Et moi, je le prends vraiment comme tel. Évidemment, je le dis en tant que chef de parti, c'est une élection qui est très importante. C'est une élection qui est très importante pour encore renforcer notre ancrage à l'étranger. C'est une élection qui est très importante d'un point de vue électoral parce qu'elle prépare les élections suivantes aussi, il faut bien se le dire là aussi, puisque c'est le premier round d'une certaine façon avant les élections sénatoriales de septembre prochain, et puis avant l'élection présidentielle et législative qui viendra par la suite. Mais, et je voudrais insister là-dessus, ça n'est évidemment pas qu'une élection importante pour des enjeux électoraux. Et
j'ai coutume de le dire, je me répète un peu, mais il faut avoir en tête qu'à En Marche, les élections, ça n'est jamais une fin en soi. C'est toujours le début de quelque chose. On se présente à une élection pour pouvoir être utile et pour pouvoir agir pour la suite. Et en l'occurrence, ces élections des élus consulaires, des Français de l'étranger, elle est absolument essentielle parce que justement, le rôle des conseillers des Français de l'étranger et des délégués consulaires est un rôle qui est absolument essentiel. Vous le connaissez, il s'agit d'un rôle un peu couteau suisse d'une certaine façon, créer des liens, agir, relayer la parole, être aussi parfois un vecteur d'alerte pour éviter des bêtises. Et je pense, là encore, parlant sous le contrôle de nos collègues parlementaires et de Anne, que c'est bien utile d'avoir l'ensemble de ces capteurs-là pour pouvoir parfois dire attention, là il y a un truc que vous avez regardé d'un petit peu loin, peut-être d'un ministère, peut-être sans étudier les conséquences sur nos Français de l'étranger, et il faut savoir évidemment alerter. Donc c'est un rôle qui est absolument essentiel. D'une certaine façon, je le sais, vous qui êtes derrière votre écran, vous avez déjà commencé à le jouer, ce rôle-là, mais je crois que demain, avoir des conseillers des Français de l'étranger, avoir des délégués consulaires, ça sera essentiel pour pouvoir agir sur ce qui, pour moi, est le plus important, c'est-à-dire sur le quotidien de nos concitoyens. Ça va des sujets de bourses scolaires, ça va des sujets sur les aides sociales, ça va sur les dispositifs de formation professionnelle, de pouvoir siéger dans les établissements scolaires, là où sont nos enfants à l'étranger. C'est un rôle qui est absolument essentiel. Et pour tous ceux qui, derrière l'écran, sont candidats, sont candidates, je veux vous remercier parce que c'est une phase d'ancrage supplémentaire que vous vous destinez à jouer en faisant ça. Et donc, ce rôle de couteau suisse, évidemment, il sera absolument essentiel. Et je pense d'ailleurs, je dirais quelques mots sur les grands axes de ce que nous devons porter dans cette campagne, mais qu'on doit l'amener encore plus loin et faire en sorte, et c'est porté très fort dans cette campagne, que nos élus consulaires soient vraiment des élus locaux à part entière et puissent être envisagés comme tels, comme des élus locaux, avec les prérogatives d'élus locaux. Et je pense qu'ainsi, on aura amélioré la représentation de nos compatriotes à l'étranger. Mais au-delà de ce rôle de couteau suisse, vous avez aussi un regard sur la France qui me semble absolument déterminant. Et c'est vrai que je le livre comme une anecdote, mais à chaque fois qu'on fait des consultations, qu'on travaille sur les idées, qu'on demande à nos adhérents leurs avis, les Français de l'étranger sont toujours extrêmement bien positionnés, participant de façon extrêmement active à ces consultations. Je vois derrière l'écran, je vois Franck, par exemple, mais pardon de ne citer que Franck en tant que… je te cite Franck pour tous les autres, mais pour l'ensemble de nos référents, à chaque fois, vous avez ce regard à la fois avec une forme de distance, mais aussi, d'une certaine façon, avec une acuité sur ce qui est en train de se passer en France, qui me semble tout à fait déterminante. Parce que parfois, quand on a un tout petit peu plus la distance du quotidien, quand on est un petit peu moins pollué par l'ultra-quotidien, les chaînes d'infos en continu, au fond, on voit clair sur ce qui est en train de se passer dans le pays. Et ça me semble absolument déterminant pour porter cette parole-là auprès de nos concitoyens à l'étranger. On voit clair, par exemple, et je ne veux pas être trop long, mais sur la gestion de la crise sanitaire. On se parle dans une journée qui, pour moi, est très importante, puisqu'on va aujourd'hui même avoir vacciné 20 millions de nos concitoyens, primo-vaccinés, en tout cas 20 millions de nos concitoyens sur le territoire national. C'est-à-dire exactement ce que nous avions dit que nous ferions au jour près. Bon, je ne suis pas sûr que ça fasse toute la journée les chaînes d'infos en continu, parce qu'au fond, quand les choses vont bien, ce sont des trains qui arrivent à l'heure, et donc il ne faut pas en parler, il faut parler de l'écume et de tout ce qui ne va pas bien. Mais enfin, je crois qu'à l'étranger, on voit bien qu'en France, on est en train de retrouver petit à petit une vie normale. On a fait ce qu'il fallait pendant la crise. On apprécie à sa juste valeur le quoi qu'il en coûte. Et il me semble que c'est absolument essentiel de pouvoir porter cette parole-là. Vous voyez aussi que notre pays n'a jamais ralenti dans le flot de réformes, le flot de transformation qu'on a porté depuis le démarrage. Il y a peu de quinquennats qui auront autant été des quinquennats de promesses tenues que celui que nous sommes en train de faire. Et l'ensemble de mes collègues dans les assemblées le savent extrêmement bien. Vous savez aussi que c'est un quinquennat avec de nombreuses avancées sociales pour nos compatriotes
qui sont ceux qui sont le plus en difficulté. Là aussi, parfois, on a l'impression que c'est un peu éludé dans le débat politique français, mais avec un peu de distance, on voit clair et on voit qu'on a beaucoup de choses à porter, à défendre. Claire, tu le disais à l'instant, c'est effectivement un moment de vérité d'une certaine façon. Quand on entre dans la dernière année de quinquennat, ben, à nous de jouer pour pouvoir porter cette parole-là. Et il y a beaucoup à dire. Nous sommes retrouvés virtuellement l'autre jour pour les 5 ans du mouvement, le 6 avril. Et c'est vrai que j'ai voulu partager ça parce que je crois parfois qu'on est tous un peu frustrés d'être dans les cordes et d'être sur la défensive. Donc, portons de façon très offensive ce bilan-là. On va mener cette campagne et je crois qu'elle a été très bien préparée, cette campagne pour les élections consulaires. C'est vraiment l'occasion, Anne, et tous ceux qui bossent autour de toi, de te remercier pour ça. On a associé de nombreuses personnes, des gens qui connaissaient extrêmement bien la réalité des Français de l'étranger pour pouvoir porter quelques axes importants dans cette élection. C'est évidemment, et je ne veux pas du tout être trop long sur cette question-là, mais c'est de pouvoir, à travers l'ensemble des listes que nous avons investies et soutenues, porter quelques axes forts. D'abord, sur la représentation des Français de l'étranger. Comment est-ce qu'on améliore, on rend encore plus tangible le rôle de nos représentants français de l'étranger? On a quelques points d'accroche pour pouvoir le faire. On a voté une loi récemment, en tout cas dans la dernière année, qui s'appelait Proximité et engagement, qui était portée justement par Sébastien Lecornu et qui va nous permettre de donner plus de prérogatives aux Français de l'étranger. Par exemple, d'avoir des conseillers FDE qui puissent être nommés présidents des conseils consulaires. Vous le savez, avant, c'était impossible. Nous l'avons rendu possible par la loi. Bien, ça nous donnera un point d'appui supplémentaire. De pouvoir aussi valider des acquis de l'expérience, de pouvoir aller plus loin en matière de formation, de pouvoir aller plus loin aussi en matière de reconnaissance de l'élu local dans l'ordre protocolaire, de participer, par exemple, aux cérémonies officielles. Tout ça peut paraître parfois anecdotique, mais c'est évidemment important pour vous donner des points d'accroche supplémentaires et pour mieux, demain, représenter les Français de l'étranger. La deuxième priorité, et je vous remercie de l'avoir mis en avant de cette façon-là, c'est l'enseignement. Je crois que chacun qui vit à l'étranger, et je le dis avec le sourire parce que moi-même, je suis fils de Français de l'étranger, si on peut le dire d'une certaine manière, parce que mes parents ont vécu à l'étranger toute leur vie, eh bien, on sait que l'enseignement, c'est évidemment une des préoccupations principales. Et ça tombe bien, je crois que c'est vraiment au cœur du projet politique que nous pouvons porter. Et donc, pouvoir s'assurer, porter une qualité d'éducation à la fois pour que l'éducation des Français, des enfants, de nos enfants à l'étranger puisse bénéficier au plus grand nombre, mais sans jamais renier sur la qualité de l'enseignement français à l'étranger. Je crois que c'est un axe qui sera évidemment essentiel dans cette campagne. Je ne veux pas être trop long et ce sont sûrement des éléments que vous portez et que vous connaissez. Troisième élément, la protection sociale des Français de l'étranger. Je pense que c'est essentiel de pouvoir la mettre au cœur aussi de notre programme. Ça a été un élément essentiel pendant cette crise sanitaire. Je ne reviens pas sur toutes les adaptations, tout ce que nous avons dû faire avec le quoi qu'il en coûte qui s'adaptait aussi aux Français de l'étranger, mais ça sera essentiel par la suite de continuer à porter cette thématique-là de façon très forte. Quatrième axe, je les passe rapidement pour pouvoir ouvrir nos échanges, la vie quotidienne. Et c'est peut-être là aussi l'essentiel, c'est toutes ces petites frustrations, tous ces petits grains de sable dans les rouages que vous vivez au quotidien et sur lequel notre réseau d'élus demain doit être absolument essentiel, justement pour pouvoir mettre de l'huile dans les rouages. Ce sont les aspects de fiscalité, sont aussi tout simplement les aspects de contact avec l'administration française. Nous porterons dans cette campagne la simplification, là aussi, des relations avec l'administration française pour pouvoir centraliser en une seule plateforme l'ensemble des démarches, certificats de vie, dématérialisation des actes, etc., pour les Français de l'étranger. Et je voudrais même qu'on puisse aller plus loin avec Anne, on discute de ce projet-là depuis un certain temps déjà, de pouvoir vous accompagner avec la mise en place d'une plateforme, mise en place par le mouvement, qui soit en gros la plateforme dédiée pour nos élus consulaires et qui puisse être un point d'accroche, un point de mise en réseau, de mise en relation avec l'ensemble de nos compatriotes français de l'étranger. Donc on est en train de travailler à cela, on le fait avec Anne, avec toute l'équipe, pour que demain,
tout notre réseau d'élus consulaires puisse s'appuyer sur une sorte de hub pour offrir un point de contact avec nos concitoyens, avec vos concitoyens à l'étranger. Et à mon avis, ça sera un élément concret, mais un élément essentiel pour pouvoir porter cette dimension de lien et de réseau. Et puis, enfin, une ambition forte pour la culture. Je crois que quand on est français à l'étranger, on sait à quel point la culture, c'est le ciment, au fond, qui nous relie. Et donc, de pouvoir faire des Français de l'étranger et de nos représentants des ambassadeurs de la culture, de rayonnement culturel et francophone, ça sera évidemment essentiel. Voilà, cette campagne, elle est portée autour d'axes forts. Moi, je suis très heureux aujourd'hui de participer avec vous. J'ai hâte de pouvoir échanger. Je voulais dire quelques mots plus spécifiques à notre campagne, mais évidemment, je suis certain que vous avez beaucoup de questions sur la vie du mouvement, sur la suite des opérations, peut-être aussi sur ce qui se passe en France. Il y a quelques actualités et donc je me tiens évidemment à votre entière disposition pour pouvoir le faire avec Anne. Merci et bravo à tous. Merci beaucoup Stanislas pour animer le débat et relayer les questions. On a Fanny, Elvan et Ousmane avec nous. Donc à vous. Bonjour Monsieur le délégué général. Alors moi je m'appelle Fanny Destenay et je suis candidate sur la liste En Marche pour la Suisse auprès d'Éléonore Carrois. Et je souhaitais savoir comment s'organise la représentation des Français de l'étranger au sein du mouvement. Alors je pense que Anne serait bien placée aussi pour répondre. Je te propose qu'on réponde à deux voix, ma chère Anne. Alors c'est une question effectivement qu'on a continué de se poser, y compris récemment, parce qu'on a réorganisé un petit peu les choses pour pouvoir travailler autour de 11 référents et référentes représentant pour le mouvement les Français à l'étranger. Et je pense que c'était une bonne décision. On l'a beaucoup travaillé en amont, et ça nous permet au fond de coller avec, je parle sous ton contrôle Anne, mais les circonscriptions de nos collègues à l'Assemblée qui représentent les Français de l'étranger. Je pense que c'est bien d'avoir cette cohérence-là, mais ensuite, ça n'empêche pas d'avoir, au-delà de nos référents et de nos référentes, des animateurs et des animatrices de comités et des coordinateurs à l'échelle de chacun des pays. Donc, on a essayé de trouver, si je puis dire, cette double granularité-là, avec nos référents qui correspondent aux circonscriptions des parlementaires, et puis ensuite des coordinateurs par pays pour des pays où effectivement il y a des communautés à pouvoir animer de façon spécifique. Donc c'est comme ça qu'on a organisé les choses. Et puis évidemment, on associe à ce travail l'ensemble des collègues parlementaires. Je tiens d'ailleurs, j'en profite à saluer par exemple Pierre-Alexandre Anglade qui travaille au nom du mouvement pour toutes les affaires européennes. Il est bien connu d'entre vous, le député des Français étrangers qui est basé à Bruxelles, sur cette zone-là, de pouvoir saluer aussi Roland Lescure, député d'Amérique du Nord. J'ai salué Franck tout à l'heure. Roland qui est très impliqué aussi, qui joue un rôle très important au sein du mouvement et qui, évidemment, de son rôle de Français député des Français de l'étranger, est impliqué là-dessus. Donc, il y a toute une animation, mais Anne, peut-être que tu voudras compléter, et tu le diras mieux que moi, des collègues parlementaires français de l'étranger qui sont aussi pour vous des relais d'expression qui sont, à mon sens, extrêmement précieux. Oui, merci Stan. Alors déjà, permets-moi de te remercier d'être présent aujourd'hui avec nous. Et je voudrais, à travers ta présence, confirmer donc à tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent aujourd'hui, pour dire que depuis le début de notre mandat, Stanislas, depuis qu'il est en tout cas délégué général, nous a toujours fortement soutenus. Stanislas, dès le départ, avait compris l'importance que pouvaient jouer, comme il l'a décrit tout à l'heure, les Français à l'étranger. Et nous avons son plein soutien pour la campagne. Et là, ça se concrétise avec cette annonce qu'il a faite, qui est vraiment formidable, qui est cet outil numérique qui va permettre à nos élus, nos futurs élus, de communiquer et avec leurs administrés, et entre eux, et avec le mouvement, qui est un peu le pendant, le parallèle de ce qui se fait en France, avec une application qui a été développée en France et qui s'appelle Je m'engage, qui est une application formidable que j'ai moi-même dans mon téléphone ici à Paris. Donc vraiment, merci Stanislas. C'est montrer une application, un hub numérique. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait à la légère, c'est quelque chose qui se réfléchit, qui prend du temps, qui demande des moyens. Et mettre des moyens sur la table pour la communauté des Français à l'étranger, ça prouve vraiment l'engagement de Stanislas à nos côtés et la compréhension qu'il a de ce que nous pouvons apporter
et au mouvement, et au-delà de ça, à notre pays. Alors au mouvement, tu l'as cité, Roland Lescure, qui s'occupe beaucoup des affaires économiques, qui au mouvement est porte-parole du mouvement. Pierre-Alexandre, pour l'Europe, tu l'as cité, il sera là avec nous tout à l'heure à 15h. Alexandre, qu'on a vu tout à l'heure à 11h avec Amélie de Montchalin, qui s'occupe à la fois de finances vertes. Juste avant, on a parlé d'écologie. Je vous invite, ceux que ça intéresse, Alexandre a rendu un très intéressant rapport sur la finance verte, une contribution majeure à notre réflexion, qui donc travaille aussi sur la simplification et la dématérialisation. Samantha, vous avez vu ce matin, qui est vraiment notre grande spécialiste des sujets d'éducation et d'enseignement à l'étranger. Et puis également Amélia, que vous verrez tout à l'heure, qui est très concentrée sur les sujets d'entraide, de bienfaisance, de violences faites aux femmes et d'égalité femmes-hommes. Et puis moi-même qui suis pour l'ensemble des Français à l'étranger, le rapport que j'avais remis au Premier ministre et qui a permis notamment de faire avancer cette décision qui a été prise par le gouvernement de mettre en place cette plateforme téléphonique France consulaire que j'avais recommandée dans mon rapport au Premier ministre en 2018. Je vous l'ai dit tout à l'heure, mais ça confirme tout ça que vraiment, voilà, les Français à l'étranger, ce n'est pas juste un mot sur le côté, c'est la première fois, franchement, reconnaissez-le, c'est la première fois que les Français à l'étranger sont tellement pris en compte et dans les décisions du gouvernement et dans le fonctionnement d'un mouvement politique qu'incarne Stanislas aujourd'hui. Alors, pour ajouter à ce qu'a dit Stanislas dans notre organisation de mouvement, que Stanislas a eu l'honneur de me faire la confiance d'être également votre représentante auprès du bureau exécutif auquel je participe tous les 15 jours et qui me permet donc de porter votre voix. Et puis j'ajouterai aussi dans le fonctionnement du mouvement qui est très démocratique, Stanislas invite à chaque bureau exécutif des référents de France ou d'ailleurs, et il est arrivé que des référents de l'étranger soient également invités au bureau exécutif. Donc voilà, merci Stan de pouvoir mettre en place cette organisation tellement efficace, démocratique et qui montre tout l'intérêt que tu portes aux Français à l'étranger. J'espère que ça répond à ta question, Fanny. Je pense que c'est assez complet et je vois passer les petits messages sur notre chat avec une ou deux questions d'ailleurs que je prendrai évidemment. Et certains citent Laure Emmanuel. Et c'est vrai que c'est vraiment l'occasion de lui dire un grand bravo pour le boulot. Laure Emmanuel, c'est la permanente du mouvement qui est à vos côtés de façon permanente sur les Français à l'étranger. Et je dois dire qu'elle mène un boulot extraordinaire. Donc, Laure Emmanuel, un grand bravo. Je pense Qui est juste là, à ma gauche. On ne la voit pas. Voilà, j'allais dire, elle doit être quelque part derrière l'écran. Un peu plus tôt ce matin, si on était tous dans la même salle, dans un vrai meeting, je vous aurais demandé de l'applaudir. On le fait virtuellement, voilà. Et je répondrai, hein, je le dis au passage, mais je vois quelques questions qui portent notamment sur la polémique qui a eu lieu cette semaine là, sur la question de la jeune femme voilée et de la réponse que j'ai pu apporter. Donc, évidemment, j'y répondrai et je trouve que nos échanges sont intéressants aussi pour ça. Mais peut-être y avait-il d'autres questions et je reviendrai sur celle-là par la suite. Fanny, est-ce qu'il y avait d'autres questions? Ousmane, tu avais des questions, non? Alors, il y avait Elvan qui avait une question et Ousmane après. Elvan qui est en Turquie, Stanislas. Bonjour et merci pour votre intervention. Moi, ma question est de savoir quel est concrètement l'apport des Français de l'étranger dans le débat public et français. Je pense que Anne, il vaut mieux que ce soit toi qui démarre et je complète parce que tu es la mieux placée, à mon avis, pour répondre à cette question. Alors, quand j'ai fait la description tout à l'heure des différentes responsabilités que les députés français à l'étranger incarnent à l'Assemblée nationale pour donc le vote des lois, j'ai oublié de dire que je suis commission des affaires étrangères, pardonnez-moi de commencer par moi, Samantha Casbonne également, Amélia également, nous sommes 3. Nous avons Pierre-Alexandre qui est à la commission des lois, Alexandre qui est à la commission des finances et Roland qui est à la commission aux affaires économiques. Vous voyez que les députés des Français à l'étranger représentent plusieurs commissions, différents champs de travail législatif. Et vraiment, j'ai oublié de dire, bon, ça c'est anecdotique, mais enfin, je suis également porte-parole pour le groupe à l'Assemblée. Voilà, on est vraiment très présents et nous n'hésitons pas les uns les autres, comme le feraient d'ailleurs nos collègues de l'Allier, du Bas-Rhin ou de la Creuse, de porter les exemples qui sont dans nos circonscriptions. En ce moment, par rapport à la crise sanitaire, moi, je n'ai jamais hésité à donner des exemples, c'était cité tout à l'heure dans le chat, de ce qui peut se faire à l'étranger, qui peut être une source d'inspiration ou de contre-inspiration d'ailleurs, hein, c'est dans les deux sens, et ce partage d'expérience est toujours extrêmement intéressant. Donc les Français à l'étranger, vraiment aujourd'hui, moi c'est pour moi ma grande fierté, parce que je suis arrivée au Parlement avec cette ambition de montrer, de changer les mentalités en disant, attendez, les Français à l'étranger, arrêtez de penser que c'est des gens qui fuient la France et veulent l'oublier, c'est faux, ce sont des gens, vous le prouvez aujourd'hui, qui sont présents, qui sont attachés et qui ont envie, par leur expression citoyenne, de participer à la transformation de notre pays. Voilà ce que je peux dire un petit peu sur la contribution des Français à l'étranger au débat national. Oui, je partage tout à fait. Je pense que
c'est doublement utile d'une certaine façon, à la fois parce que vous pointez des sujets qui sont très spécifiques aux Français de l'étranger. Je le disais tout à l'heure dans mon propos liminaire, il y a des angles morts parfois qu'on ne voit pas et qui pourtant représentent et touchent plus de 2 millions de personnes. Donc ça, c'est évidemment essentiel de pouvoir les pointer. Et je me rappelle de nombreuses conversations que j'ai pu avoir avec Anne sur des sujets que nos collègues parlementaires français de l'étranger pouvaient porter de façon spécifique. Je pense à quelques sujets de fiscalité qui doivent peut-être parler à celles et ceux qui sont derrière l'écran. Mais au-delà de ça, ce que Anne dit est à mon avis essentiel, parce que ce n'est pas qu'une parole corporatiste d'une certaine façon. C'est vraiment la vision de Français attachés à notre beau pays, et peut-être parfois plus encore quand ils sont un peu éloignés géographiquement. Je pense que ça, c'est très fort, et j'ai toujours été marqué par ça, par cet attachement patriote, au meilleur sens du terme, à ce que représente la France, à son rayonnement dans le monde, à ses valeurs. Et ça, je crois que c'est absolument essentiel. Et c'est vrai avec un regard parfois qui, en comparaison avec ce qui peut se passer à l'étranger, fait ressortir des éléments saillants de notre politique. Et je pense que ça a été, je le disais tout à l'heure, particulièrement vrai pendant la crise sanitaire. Le quoi qu'il en coûte et la force du quoi qu'il en coûte, ce qui nous place maintenant en position de repartir peut-être plus fort que certains de nos voisins européens ou à travers le monde, parfois relativiser les débats qu'on peut avoir. En ce moment, par exemple, il y a un grand débat pour dire que les États-Unis seraient les plus vertueux parce que Joe Biden a pris une position sur la levée des brevets sur les vaccins. Ben, simplement, quand on a ce regard-là et qu'on sait que les États-Unis ont été peut-être les plus nationalistes d'un point de vue de la politique vaccinale, avec à peu près aucune dose exportée, là où l'Europe a exporté la moitié de ses doses et a produit pour exporter la moitié de ses doses, bon, ben, c'est un petit peu utile de temps en temps d'avoir effectivement ce regard-là qui permet de relativiser les choses, qui permet d'apporter une parole juste dans le débat politique français. Et à mon avis, ça compte plus que tout. Donc, merci Elvan pour la question. Je crois que c'est Ousmane après qui avait une question. Ousmane qui est au Burkina Faso, Stanislas, et qui est un conseiller sortant. J'adore parce que vous nous faites voyager, moi ça me fait rêver. Bonjour, merci beaucoup. Bonjour Ousmane. Bonjour Stanislas. Donc ma question va concerner les votes donc, par Internet. Donc on a bien vu que c'est une réalité pour cette année, pour ces élections des Français de l'étranger pour 2021. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait amplifier cela pour que enfin il soit une réalité en métropole et évidemment en année d'homme? Pour moi, résolument, oui. D'abord, je me réjouis qu'on puisse voter par Internet, faisons-le savoir le plus possible pour cette élection consulaire. C'est évidemment une innovation qui est tout à fait importante et qui est tout à fait souhaitable de mon point de vue et qu'on doit pouvoir importer, si je puis dire, pour l'ensemble des scrutins à venir. Vous le savez, on a eu un grand débat sur cette question-là autour de la crise sanitaire, autour du décalage des élections et avec toutes les questions afférentes au fond à cette question de savoir comment est-ce qu'on modernisait nos scrutins aujourd'hui, comment est-ce qu'on trouvait quelques outils aussi pour pouvoir lutter contre l'abstention, même si je ne veux pas laisser penser que la lutte contre l'abstention, ça n'est qu'un sujet technique et qu'un sujet de facilitation au vote. Je pense que ça serait trop court comme vision, mais enfin, dans un grand pays comme le nôtre, dans des moments où peut-être on va devoir revivre des moments compliqués dans l'avenir avec des crises pandémiques, etc. Oui, on a, à mon avis, de l'impérieuse nécessité de réfléchir à la modernisation de nos scrutins. Alors, il y a un débat qui avait pris très fort avec nos camarades Modem, qui était celui du vote par correspondance. Alors, je ne suis pas sûr que ce soit la vision la plus moderne, puisque le vote par correspondance était déjà très utilisé et ça a été plutôt abandonné il y a maintenant quelques dizaines d'années. Et puis, la question du vote par Internet. Et on a eu cette discussion, on a mené un travail sérieux, je crois, au sein du mouvement pour prendre une position politique résolument en faveur du vote par Internet pour les scrutins futurs. Alors, il faut le dire de façon réaliste. Moi, j'aime bien quand on ne lance pas les trucs en l'air sans savoir ce qui va derrière. Le vote par Internet, la première condition, c'est la sécurisation de nos données et de vérifier qu'il ne puisse pas avoir là un outil ou une porte d'entrée à des ingérences dans notre débat démocratique national. Et on voit bien que ce sont des choses qui existent.
et à mon avis qu'on va vivre de plus en plus dans les élections futures. Donc, si je devais résumer la position du mouvement de façon très courte, c'est le vote par Internet, oui, mais de façon sécurisée, quand on a su garantir notamment la robustesse de l'identité numérique de chacun et chacune de nos concitoyens. Et donc, il y a un chemin pour pouvoir y parvenir. Je pense que la carte d'identité numérique, c'est-à-dire d'avoir vraiment cette robustesse des informations qui sont associées à chaque personne, c'est une étape nécessaire pour ensuite pouvoir mettre en place le vote par Internet. Et donc, le mouvement s'est positionné en faveur pour pouvoir déployer plus rapidement la carte d'identité numérique. Et moi, ce que je souhaiterais, c'est que pour les prochaines élections européennes, c'est-à-dire dans le cadre du prochain quinquennat, on puisse voter par Internet dans notre pays. Il y a des sujets qui sont liés à ça, vérifier que, évidemment, il ne puisse pas y avoir d'influence sur la personne qui vote. Hein. C'est ça qui est aujourd'hui l'élément très important dans le vote dans un isoloir, c'est de bien vérifier que la personne, au moment de voter, elle est exempte de toute influence extérieure. Mais si on avait le vote par Internet et qu'on pouvait changer son vote jusqu'au dernier moment, ben, je pense qu'on aurait une vraie réponse à apporter. Donc, vraiment et résolument, le mouvement est très favorable à l'extension du vote par Internet pour la suite. Alors, si je peux compléter ce que tu viens de dire, Stan, parce que j'ai vu une question passer dans le chat sur une affirmation qui disait le vote par correspondance fonctionne très bien en Suisse, venez voir. Le vote par correspondance était en place pour les élections de 2017, législatives, et à l'étranger. Et en fait, ça s'est très mal passé. Ça s'est très mal passé. On a eu énormément d'erreurs et le pourcentage de bulletins recevables par rapport au nombre de votes par correspondance qui avaient été exprimés était extrêmement faible. Donc, il était considéré à ce moment-là que ça n'était pas un moyen pratique et efficace. Alors, peut-être que la solution française de vote par correspondance était peut-être moins bien, peut-être faut-il aller regarder ce qui se fait en Suisse. Notre collègue Roland Lescure, lui qui a témoigné de ce qui se passe aux États-Unis, était plutôt tout à fait en faveur, lui, d'un vote par correspondance. Là aussi, il a fallu que le mouvement tranche, on en a parlé, on en a débattu, notamment au bureau exécutif, avec un travail préliminaire. Et pour le moment, le choix s'est arrêté sur poussons déjà convenablement le vote par Internet. Et là, j'en appelle à vous tous. Nous sommes, Amélie de Montchalin le disait tout à l'heure, un laboratoire. Alors surtout, votez, faites voter par Internet autour de vous, montrez que c'est un moyen qui est utilisé, parce que si au bout du compte, à l'issue de ce vote, on se rend compte que la proportion de vote par Internet est ridicule, ne vous trompez pas, hein, la prochaine fois, on ne le remettra pas en place, parce que ça coûte de mettre un vote en place un vote par Internet. Il faut mandater une société, il faut vérifier que le système est parfaitement sécurisé, il faut le revérifier à chaque élection. Donc, ça n'est pas rien. Donc, c'est vraiment une opportunité unique qu'on nous apporte. Montrons que c'est un moyen qui fonctionne et qui est efficace. On veut pouvoir après le déployer vers d'autres scrutins. Très sage et juste remarque, ma chère Anne. Merci beaucoup. Moi, j'avais encore une question pour vous, Madame la Ministre. Je souhaitais savoir comment la France... Pas encore. Je voulais savoir comment la France a accompagné les Français de l'étranger depuis un an, surtout concernant donc la crise. Alors, Stanislas a évoqué tout à l'heure le quoi qu'il en coûte, qui s'est également appliqué aux Français à l'étranger. Et là, je dois dire, dans des proportions, je vais même vous dire que nous, parlementaires, quand le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, est venu nous présenter ce plan, on en était vraiment stupéfaits, tout courant politique confondu. On ne s'attendait pas à une aide de cette ampleur-là. Voyez un petit peu. Pour vous donner des chiffres, c'est par exemple une aide pour les écoles. Les écoles, l'État, il leur donne à notre réseau tous les ans à peu près 420 millions d'euros par an. Et là, l'État a remis sur la table 100 millions d'euros. Vous imaginez 100 pour 420 tous les ans. C'est juste considérable. On est à presque un quart qui a été posé, 25% de plus qui ont été posés sur la table. Les bourses scolaires, tous les ans, c'est un budget que l'État met à la disposition des bourses scolaires qui avoisine à peu près 100 millions d'euros. Là, dans le cas des mesures d'urgence, c'est 50 supplémentaires qui ont été donnés, 50% de plus à ce budget. C'est juste considérable. L'aide sociale, d'habitude, c'est à peu près 15 millions d'euros par an. Là, le gouvernement a mis 50 millions par-dessus sur la table. 50 alors que c'est 15 d'habitude. Et puis enfin, toujours pour les écoles, on a vu qu'il fallait également aider les familles étrangères, pas seulement les familles françaises, qui, elles, n'ont pas accès aux bourses scolaires. Et là, alors qu'on donne 0 d'habitude, l'État a mis 50 millions d'euros sur la table pour pouvoir garder ces élèves-là dans nos écoles, parce que ces élèves étrangers sont nos acteurs de l'influence de demain. Donc, il ne fallait surtout pas les perdre. Donc, vous voyez, vraiment, l'État a été aux côtés, je n'ai pas encore cité en plus l'aide médicale qui était de 20 millions d'euros, c'est 0 d'habitude. Donc, vraiment, un gouvernement qui a été présent et derrière,
des parlementaires qui ont voté ces budgets dans le cadre d'une loi de finances rectificative. C'était en juin 2020. Donc, un gouvernement qui était à la hauteur des besoins, même qui est allé au-delà des attentes, je peux le dire. Le gouvernement est allé largement au-delà des attentes, mais à hauteur des besoins. Et les crédits en plus, qui n'ont pas été consommés en 2020, ont été reportés pour 2021. Et le ministre Jean-Yves Le Drian a déjà annoncé que s'il devait s'exprimer de nouveaux besoins au cours de 2021, il serait encore au rendez-vous. Donc moi, je tire mon chapeau. Et là, c'est pour prouver que les Français à l'étranger n'ont pas été oubliés dans le quoi qu'il en coûte. Merci beaucoup. C'est une réponse de ministre, ça. Non. Alors, Fanny, si je peux me permettre peut-être d'ajouter quelque chose, parce que j'ai vu dans le chat, j'ai parlé là de l'aide médicale et ça me permet d'aller sur le sujet sanitaire. Des questions ont été posées sur la vaccination. Juste dire deux choses. La première chose qui est importante à savoir, les Français qui habitent à l'étranger, qui seraient amenés dans les semaines à venir ou les mois d'été à rentrer en France pour passer des congés notamment, sont ouverts à la vaccination dans les ordres de priorité prévus. À partir du 15 juin, c'est pour tout le monde. Donc, tout le monde, à partir du 15 juin, pourra y avoir accès. Et je peux témoigner, parce que je l'ai vécu personnellement, que ça marche, que c'est vrai. On va vous demander pour cela, non pas d'être enregistré dans le système de sécurité sociale, l'immense majorité d'entre nous n'y sommes plus, mais en revanche de donner un numéro de sécurité sociale. Ah, vous allez me dire, ah, j'en ai jamais eu, ou je l'ai oublié. Pas de panique. On vous en crée un temporaire et vous pourrez vous faire vacciner sur le champ immédiatement. Et si vous avez été inscrit un jour dans le système de sécurité sociale et que par chance, vous avez conservé une bonne mémoire et que vous avez en mémoire votre numéro de sécurité sociale, vous le donnerez. Il n'a pas besoin d'être actif, absolument pas. C'est juste le numéro dont on a besoin pour pouvoir vous enregistrer dans la base de données vaccination. Je peux vous le dire, à titre personnel, mon mari qui est sorti du système en 2005, il y a très longtemps, il est arrivé avec son numéro de sécurité sociale parce qu'il a une épouse qui a une bonne mémoire pour lui et il a pu se faire vacciner dimanche dernier. Donc ça marche, je vous garantis que ça marche. La question qui se pose, c'est qu'est-ce que je fais quand j'ai 2 injections espacées? Écoutez, je vais vous dire, soyons simples. Faites votre première injection, on verra après pour la deuxième. Vous aurez de toute façon un certificat qui prouvera votre vaccination, votre nom, votre identité, le jour, le nom du vaccin, le numéro de lot. Je suis sûre que partout dans le monde, on saura le reconnaître. Quant à la vaccination de nos Français qui sont à l'étranger actuellement, alors là, le gouvernement a regardé de très près, le ministère de très près, qui pouvait recevoir une vaccination gratuitement dans son pays de résidence. 80% d'entre vous, et là, vous passez dans le système de vaccination avec les priorités prévues par votre pays de résidence. Pour les 20% qui restent, le gouvernement regarde de très près et au cas par cas, lance, parce qu'attention, pour envisager de vous envoyer des doses de vaccin dans votre pays, je peux vous assurer que la volonté du gouvernement de pouvoir rendre accessible la vaccination à tout le monde là où vous êtes, elle est là à 200%. Seul souci que nous avons, pour envoyer des vaccins dans un pays, il faut que ce pays en question accepte. Et ça impose des négociations, des discussions à haut niveau que tous nos postes diplomatiques partout ont entreprises. Ça a permis déjà d'envoyer 5000 doses en Inde, ça a permis d'envoyer hier 6000 doses à Madagascar et d'autres pays sont actuellement en cours de discussion. On le saura au fur et à mesure. Comme toute négociation de haut niveau diplomatique, on ne le sait qu'à la fin. Mais sachez que c'est en cours. Merci Yana. Est-ce que quelqu'un a une autre question? Fanny, Elvan, Ousmane? Oui, alors moi j'avais une deuxième question pour Madame la députée. Justement, je vous remercie pour cette intervention et je souhaite savoir un peu plus sur la manière dont vous travaillez avec les conseillers des Français de l'étranger et les membres de l'AFE. Alors, l'AFE, l'Assemblée des Français à l'étranger, qui est une instance consultative composée de 90 conseillers des Français à l'étranger, les futurs élus que vous allez être, et qui sont eux-mêmes élus par leur pairs dans une élection qui se tiendra à l'issue du scrutin a priori. Ça, c'est dans l'hypothèse où il n'y a pas de report. Nous verrons précisément, ça pourrait avoir lieu un peu plus tard si, dans certaines circonscriptions, le scrutin devait être reporté pour des raisons sanitaires. Donc, le lien, c'est très intéressant, Elvan, comme question. Moi, je demande que ce lien soit renforcé, soit développé. Très honnêtement, moi, ça fait 16 ans que j'habite à Singapour. En 16 ans, je n'ai pas eu une fois un message d'un conseiller des Français à l'Assemblée des Français à l'étranger qui me fasse un compte-rendu de l'Assemblée. Pas une fois. Ce n'est pas normal. Je n'accepte pas qu'on puisse avoir des conseillers des Français à l'étranger qui soient business class à l'Assemblée des Français à l'étranger et des conseillers des Français à l'étranger qui soient classe éco, qui seraient vous tous qui allez être élus demain matin. Vous êtes
tous conseillers des Français à l'étranger. Certains d'entre vous participent aux travaux de cette Assemblée. Je tiens à souligner d'ailleurs que ces travaux, même quand on n'en est pas membre, sont ouverts à tous. Et je vous encourage vivement, lorsque vous serez élus, car vous serez tous élus, pouvoir aller à ces sessions plénières qui se tiennent 2 fois par an, peut-être au moins 1 fois par an, on ne va pas forcément 2 fois par an en France, au moins 1 fois par an, allez-y, participez aux travaux, écoutez, posez des questions, interagissez. C'est comme ça que vous allez créer votre réseau avec des responsables de l'administration française avec lesquels, justement, vous pourrez plus rapidement résoudre les difficultés de vos concitoyens là où vous êtes élus. Donc, cette Assemblée des Français de l'étranger, très utile, un organe consultatif que le gouvernement, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat n'hésitent jamais à consulter pour avoir un avis sur ce qui est important pour les Français à l'étranger. Vous pouvez y contribuer. Il faudra renforcer, développer ce lien entre l'Assemblée et l'ensemble des conseillers des Français de l'étranger. Je suis sûre que l'outil dont Stan a parlé tout à l'heure, le hub numérique, sera un outil formidable pour renforcer ce lien. Je vois un message de Olivier Gibra qui passe à l'instant sur l'opportunité de créer une plateforme numérique, et c'est exactement celle que tu étais en train d'évoquer, ma chère Anne. Et encore un grand merci Stan d'avoir validé cette idée que certains d'entre nous avaient, qui va être un outil formidable pour nous tous, un mouvement qui est vraiment à notre écoute et derrière nous très solidement. C'est vraiment appréciable, je peux vous le dire. Et juste pour dire quelques mots là-dessus, je pense que c'est très important d'avoir des outils, parce que tu mentionnais l'appli qui s'appelle aujourd'hui Je m'engage, qui s'appellera demain Je marche, et qui est une appli très interne marcheur, si je puis dire, pour avoir toute notre actualité du mouvement, les causes dans lesquelles on peut être impliqué, etc. Et je pense que l'originalité de la plateforme qu'on veut créer, de ce hub que évoque Anne, c'est d'avoir un outil qui nous permette vraiment de sortir des murs d'une certaine façon et de nous adresser à beaucoup de nos concitoyens qui ne soient pas forcément marcheurs. Tout le monde n'est pas marcheur aujourd'hui. Et d'avoir cet outil numérique-là d'interaction avec eux, qui ne soit pas un outil partisan au sens partidaire de parti politique, mais vraiment un outil d'intérêt général pour pouvoir mieux interagir. Et ce qui me semble être, on en parle depuis tout à l'heure, le cœur de votre mission demain. Donc je pense que ce que nous sommes en train de développer, ça correspond vraiment à l'état d'esprit et au cœur de la mission qui sera la vôtre demain. Alors, il y a justement Olivier qui continue avec une question sur un hub numérique pour cette fois-ci communiquer entre Français à l'étranger. Alors, Olivier, c'est une proposition que j'avais faite dans mon rapport que j'ai remis au Premier ministre en 2018. J'avais suggéré qu'on crée une application mobile parce que je trouve que l'application mobile est un outil qui va au-devant de ses utilisateurs, alors que le site est quelque chose de Internet, pardon, est très passif. Il faut nous-mêmes aller sur le site pour y trouver l'information. Et écoutez, comme je vois que le gouvernement a entendu ma première suggestion de créer une plateforme téléphonique pour pouvoir accéder plus facilement aux informations de nos consulats, je me dis que, allez, j'ai semé une graine avec cette idée d'application mobile qui permettrait aux Français de communiquer entre eux, mais aussi à nos consulats de communiquer vers nous, de nous envoyer des notifications, je pense notamment aux situations d'urgence, aux situations sanitaires d'urgence ou climatiques ou autres. Voilà, j'espère que cette idée fera son chemin. Vous savez, quand on est parlementaire, qu'on rend une mission à un ministre ou à un Premier ministre, nous semons des graines et puis elles germent un jour. C'est à nous de les arroser régulièrement, de revenir à la charge régulièrement pour rappeler la pertinence de nos propositions. Et un jour, au moment où les conditions, les planètes sont alignées, l'idée fait son chemin et sort de terre. Donc c'est à nous de pousser. En tout cas, l'idée a été plantée en terre, je vous le confirme. Peut-être, je ne sais pas s'il y a d'autres réponses, mais je disais tout à l'heure, je voudrais répondre à la question que j'ai vue. Alors, j'avoue que je ne vois que les débuts des messages puisque ça m'apparaît comme un pop-up, mais j'ai vu un message d'un de nos intervenants sur la réponse que j'avais pu effectuer cette semaine sur la question du voile et d'une candidate voilée. Voilà, je voudrais en dire quelques mots parce que je ne voudrais pas qu'on termine cette visio sans avoir pu m'exprimer sur ce sujet-là qui était d'importance et qui, je vois, a suscité beaucoup d'émoi, beaucoup de rebonds médiatiques, beaucoup de prises de position très tranchées sur cette question-là. Et donc, je veux évidemment, dans ce cadre-là, en dire quelques mots si vous m'interrogez là-dessus. Je pense que c'est très important de bien comprendre quelle est la position du mouvement et d'avoir les idées claires sur ces questions-là. Et je le dis au passage, je pense que le rôle du chef du mouvement, c'est d'avoir une colonne vertébrale et de dire les choses de façon suffisamment claire sur ces questions qui, de temps en temps, montrent quelques scolioses et un petit peu de confusion dans les idées. Ce que je voudrais dire d'abord, c'est que
tous les Français, quelle que soit leur religion, mais sont bienvenus au sein de la République En Marche pour venir participer avec nous au projet politique qu'on porte. Je commence par là parce que j'ai senti qu'il y avait de la confusion autour de cette prise de position, laissant penser que des Français de confession musulmane, y compris vivant leur religion absolument comme ils l'entendent, y compris en pouvant, et c'est la loi de la République, porter un signe religieux dans leur vie et dans l'espace public, parce que c'est la loi de la République, ça laissait penser que ces Français-là, précisément, ne seraient pas bienvenus d'une certaine façon au sein de notre mouvement, au sein de notre famille politique. C'est tout l'opposé de ce que je suis, c'est tout l'opposé de ce que je pense, et donc je veux commencer par cette réaffirmation qui me semble à moi d'évidence, mais qui mérite d'être dite, d'être affirmée de façon très claire dans le débat et dans le moment du débat qu'on connaît. Ce que j'ai dit, c'était en réponse à une situation particulière où certains marcheurs présentaient une liste et voulaient afficher dans leur matériel électoral des signes religieux sur une affiche électorale. Et je crois que c'est une situation qui est totalement différente. Moi, je ne suis pas favorable à ce qu'on mène campagne, à ce qu'on mène une campagne politique, une campagne électorale, en mettant en avant des signes de différence et singulièrement des signes de différence religieuse. Je crois que quand on se présente à un mandat, qu'on le fait au nom d'un mouvement qui porte une vision universaliste, on doit avoir vocation à représenter l'ensemble de ses électeurs. Et donc, je pense qu'il faut laisser la religion en dehors des campagnes électorales. Et je veux être très clair dans le distinguo que je fais entre la possibilité qui peut être donnée à quelqu'un de contribuer au mouvement, de participer ou de se présenter à des élections en ayant sa religion, en vivant sa religion exactement comme il l'entend, c'est-à-dire y compris en portant un signe religieux. Mais quand il s'agit d'une campagne électorale, je ne souhaite pas que nous fassions campagne sur des différences. Voilà quelle est la position que j'ai pu exprimer. Et singulièrement, quand sur l'affiche en question, il était exprimé un message qui disait différent mais unis. Bien non, nous ne faisons pas campagne sur des différences, nous ne faisons pas campagne sur des différences religieuses, mais nous faisons campagne pour porter un projet universaliste. Et d'ailleurs, quand on se destine à un mandat électoral, il y a bien des cas où ensuite on ne pourra pas porter de signe religieux. Un maire qui officie un mariage, il ne peut pas porter à ce moment-là un signe religieux. Et donc, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas faire campagne sans se départir de ces signes religieux pour pouvoir le faire. C'est une position qui est d'ailleurs pas extraordinairement nouvelle dans le débat public. Elle avait été celle pendant très longtemps d'autres formations politiques, je pense au Parti socialiste pendant très longtemps, qui a été claire sur ces questions-là. Mais moi, je crois qu'il faut laisser la religion en dehors des campagnes électorales, et je suis très clair là-dessus, dans un moment où il y a beaucoup de confusion dans le débat public. Et puis, il y a eu la forme, et j'ai eu l'occasion, Anne, peut-être a été à la réunion de groupe, je l'ai dit devant mes collègues parlementaires, parce que j'ai répondu effectivement à cette question-là, à une invective de Jordan Bardella, donc un des dirigeants du Front National. Je l'ai fait dans les médias parce que je pensais que notre mouvement était attaqué et qu'en l'occurrence, on avait une position qui était claire, on échangeait avec les candidats depuis la veille pour leur dire vous pouvez faire campagne avec nous, mais faites-le sans afficher de signes religieux. Et puis, j'ai vu que le sujet allait monter sur Internet, donc j'ai considéré que ma responsabilité, c'était de répondre immédiatement. Et je l'ai dit, je pense que c'était une erreur de forme. Voilà, je le dis avec beaucoup de simplicité devant vous, parce que ça pouvait donner l'impression, d'une certaine façon, qu'on embrayait sur la position du Front National et que c'est le FN qui dictait, au fond, ce qui devait se passer dans notre famille politique. Vous vous doutez bien que c'est l'opposé de ce que je pouvais porter. Vous vous doutez bien que c'est l'opposé de ce qui se passait, en l'occurrence, puisque c'est un cas très concret sur lequel nous étions depuis la veille. Et donc, cette impression-là et cette communication-là, si elle donnait cette impression, c'était une erreur, il faut savoir les reconnaître. Mais sur le fond, pour le coup, je pense qu'il faut avoir beaucoup de clarté et laisser la religion en dehors des campagnes électorales. Je pense qu'on y gagnera tous dans ces cas-là. Voilà, en vous réaffirmant le message d'ouverture, évidemment, et de grand respect, de grande pluralité qui est celui de notre mouvement. J'espère vous avoir répondu de façon complète. Je ne sais plus qui a posé la question, mais j'espère avoir donné tous les éléments pour pouvoir bien y répondre. Merci Stan, parce qu'effectivement, c'était une question, tu imagines bien, nous sommes tous à l'étranger dans des pays très différents.
Certains d'entre nous sont dans des pays dans lesquels la confession musulmane est tout à fait majoritaire. Moi, j'en ai quelques-uns dans ma circonscription. Certains d'entre nous sont dans des pays qui ont une conception plus anglo-saxonne et très différente donc, de la multiplicité des religions dans l'espace public. Donc, nous avions tous effectivement des réactions forcément différentes. Et ton message qui clarifiait est très important. Et je voudrais souligner aussi à l'attention de tous ceux qui nous regardent ton message de grande franchise, de grande transparence. Et ça, c'est aussi ça, la marque La République En Marche. Oui, Stan vous l'a dit, il a reconnu avec humilité, avec simplicité que là, il n'avait pas forcément choisi la bonne méthode pour répondre. C'est ça, La République En Marche. C'est-à-dire que très simplement, on prend des décisions et à un moment, on a pu faire une erreur ou quelque chose qui n'était pas le plus adapté, on le reconnaît et on le dit. Il n'y a pas de langue de bois chez nous. Voilà, c'est ce que je voulais dire et je veux le souligner. Alors, pour ceux qui me connaissent un petit peu, qui me pratiquent au jour le jour, ça me vaut parfois des petites sorties de route un petit peu fortes et un petit peu trop franches peut-être. Mais en tout cas, moi, ce que j'apprécie chez La République En Marche, c'est la franchise. Moi, je ne sais fonctionner que comme ça. Je suis moi-même et moi, je suis franche. Je suis désolée de le dire. Je suis franche, mais j'apprécie cette franchise et cette transparence chez En Marche. Merci Stan. Ouais, je crois que c'est très important. Tu as raison. Quand on fait une erreur, on le reconnaît et on avance. Je pense que ça, c'est essentiel. Mais sur le fond, hein, c'est vrai que et je continue à avoir des messages sur le chat sur cette question-là. C'est une question que je sais extrêmement délicate, qui est extrêmement délicate quand on en parle à travers le monde, parce qu'on a un travail à mener pour pouvoir expliquer la vision de la laïcité à la française, pour pouvoir expliquer des concepts qui sont parfois complexes. De pouvoir affirmer que l'État est laïque, mais la société ne l'est pas, comme on le fait de temps en temps, c'est-à-dire que des agents du service public sont conduits à la neutralité religieuse, mais que la liberté pleine et entière est laissée aux individus de pouvoir vivre leur religion comme ils l'entendent, y compris dans l'espace public. Ça nécessite évidemment un travail pédagogique là-dessus. Et donc, à travers cette polémique, il y avait évidemment, j'en suis conscient, cette spécificité française de la laïcité qu'il nous faut porter et qu'il nous faut expliquer à travers le monde. Et c'est vrai qu'il ne correspond pas à la situation de tous les pays. Roland Lescure en parlait en disant au Canada, voilà, on a des agents du service public qui font leur mission avec des voiles, des turbans, etc. Et c'est vrai que parfois, il faut évidemment faire un travail pédagogique pour expliquer ce que nous faisons et le modèle que nous portons. Mais je pense qu'il faut continuer à le faire sans relâche. Merci beaucoup à tous les deux, parce que j'avoue qu'en tant que référente, la clarification est très utile. Ça avait en effet fait un peu d'émoi. Et Anne, je te confirme, la franchise est très, très appréciée, en tout cas en tant que marcheuse. C'est pour ça que je suis là et encore là. D'autres questions? On n'a pas trop évoqué les sénateurs des Français de l'étranger. Est-ce que l'un de vous deux veut en dire deux mots? Parce que finalement, il y a un lien aussi avec les consulaires. Ça va être intéressant de rappeler. Bah vas-y Anne, tu le diras encore mieux quoi. Alors, sénateurs des Français à l'étranger, ils sont 12. Ils sont 12. Ils étaient inscrits d'ailleurs dès la création de la Constitution en 1958. Dès le départ, les 12 sénateurs des Français à l'étranger étaient inscrits dans la Constitution, alors que les députés ont été inscrits dans la réforme constitutionnelle de 2008 et mis en place pour le scrutin législatif de 2012. Donc moi, je suis la deuxième génération, si on peut dire, ou deuxième fournée des députés français à l'étranger. Donc ces sénateurs qui sont élus par un collège, comme partout en France, de grands électeurs. Qui sont pour nous les grands électeurs? Je rappelle qu'en France, les grands électeurs, ce sont les conseillers municipaux, les conseillers généraux, les conseillers régionaux, etc. Qui sont-ils à l'étranger? Eh bien, c'est vous qui serez élus demain. C'est les conseillers des Français à l'étranger, plus les 11 députés, plus les 12 sénateurs et plus 68 délégués consulaires qui ont uniquement pour seule fonction d'être un électeur, quelqu'un qui va mettre un bulletin dans l'urne pour les sénatoriales. C'est tout. Et donc, à ce moment-là, ça me permet de souligner un point qui me semble extrêmement important. L'élection, au moment des sénatoriales, on va voter à ce moment-là pour des listes très politiques. Au Sénat, vous irez voir que nos 12 sénateurs des Français à l'étranger appartiennent tous à un parti politique, à un groupe politique, pardon, au Sénat. Tous, sans exception. Il n'y a pas un sénateur des Français de l'étranger qui soit sans groupe politique de rattachement. J'insiste sur ce point. Donc, au moment où vous allez mettre un bulletin dans l'urne pour choisir une liste sénatoriale, c'est un geste profondément politique. Et par cela, vous allez valider, vous allez d'abord porter notre voix de simples citoyens en disant, moi, au Sénat, je veux que ce soit tel projet politique qui soit porté et qui soit défendu plutôt que tel autre. Il n'y a pas d'autre choix. Pour les sénatoriales, vous aurez un choix profondément politique à faire. Et donc, ça m'encourage à vous dire
interrogez-vous sur, si vous êtes électeur, vous n'êtes peut-être pas candidat, vous participez à cette session aujourd'hui, interrogez-vous sur les listes qui se présentent dans votre circonscription. Et celles qui se disent apolitiques, d'abord, tout ce qu'on fait tous les jours, c'est politique. Hein. Quand on va faire ses courses au supermarché, quand on choisit un t-shirt ou quand on choisit de prendre le train plutôt que l'avion, ce sont des gestes politiques. Eh bien, les conseillers des Français à l'étranger que vous allez élire ont forcément une vision politique du mandat qu'ils vont exercer. Donc, interrogez-vous et dites-vous que celui qui se dit apolitique, c'est juste un mensonge. Maintenant, ceux qui se disent indépendants, alors qu'ils ne soient pas affiliés à un parti politique, c'est tout à fait possible. Enfin, il n'empêche qu'ils ont forcément une vision politique du mandat qu'ils vont porter. Donc, il faut quand même les interroger pour leur dire, mais au fait, toi, qu'est-ce que tu vas défendre comme projet politique au moment de voter pour les sénatoriales? Et c'est intéressant de savoir, ça vous permettra, vous, de savoir en toute honnêteté, en toute transparence, le projet pour que vous soutiendrez. Chez nous, chez En Marche, et dans la majorité présidentielle, c'est très clair. Vous savez exactement quel projet de transformation de la France, celui que nous incarnons depuis 4 ans et que nous continuerons à porter. Moi, je suis quelqu'un de très positive et je considère que je soutiendrai le président Macron pour un 2e mandat. Je n'ai aucun doute là-dessus. Vous voyez, mon optimisme, j'ai toujours été comme ça. Et donc, c'est ce projet politique que moi, j'ai envie de continuer à soutenir et que tous nos candidats soutiendront. Rien à ajouter, si ce n'est que Richard Young, pour répondre à une question sur le chat, et aujourd'hui sénateur En Marche des Français de l'étranger. Merci beaucoup. Je crois que maintenant, on a un message de Jean-Baptiste Lemoine à faire passer. Ah, qui était… en tout cas, Stanislas, je ne sais pas si tu es peut-être pris par autre chose. Un immense merci pour toi. J'ai quelque chose à 15 heures. Alors, effectivement, je dois vous laisser, mais si je vous laisse en compagnie de Jean-Baptiste, bon, je sais que je ne vous laisse pas trop mal, quoi. Exactement. Merci à toi. On sait que tu es à nos côtés et tu peux compter sur nous et sur tous nos élus que nous aurons, je sais, nombreux pour revenir vers toi et te transmettre leurs idées, leurs critiques éventuelles et tout ce que nous pouvons porter et qui pourra enrichir la réflexion du mouvement. Merci beaucoup, Anne. Merci, Claire. Merci, Fanny. Merci à toutes et à tous. Bonne campagne. Battons la campagne numériquement, physiquement, de toutes les façons possibles. Mais je sais que je peux compter sur vous et vraiment merci pour cette heure qui était super enrichissante. Bonne campagne à tous et à bientôt. Merci, Stan. Merci à vous. Chers amis, nous y sommes. J-14. 14 petits jours pour convaincre les Français établis de France que leur voix compte. La démocratie, ça ne s'use que quand on ne s'en sert pas. Alors servez-vous-en. Parce que des élus, des Français de l'étranger, ça compte énormément pour défendre vos convictions, pour vous protéger, on l'a vu durant la crise. 14 petits jours pour convaincre que nos candidats sont les meilleurs, et ils le sont, on l'a vu aujourd'hui encore. 14 petits jours pour convaincre que nous, on se retrousse les manches, on n'est pas de ceux qui baissons les bras. En 4 ans, on a agi comme aucun gouvernement auparavant au service des Français établis de France. Solidarité, éducation, vie quotidienne, on a pu approuver. 14 petits jours pour convaincre les Français que nous avons le projet qu'il leur faut. Nous croyons dans cette France qui ose, dans cette France qui donne à chacun sa chance, cette France aussi qui pèse sur le plan international. Alors, chers amis, nous sommes très clairement les candidates et les candidats qui portons cette flamme du président de la République, d'Emmanuel Macron, cette flamme de la majorité. Et nous sommes celles et ceux qui, justement, portons ces valeurs de solidarité, d'audace et qui nous rendent fiers de représenter notre mouvement. Alors, faire vivre l'esprit français aux 4 coins du monde, c'est une cause superbe. C'est le choix que vous avez fait en défendant nos couleurs pour ces élections. En avant, en marche pour la victoire, nous avons toutes les raisons d'y croire.